Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de QG. À l'été 2024, le résultat des élections législatives a été méthodiquement contourné. Depuis, la vie politique française donne l'impression d'une interminable fin de règne pour Emmanuel Macron. Et on peut à cet égard remercier la trahison du Parti socialiste qui a permis son maintien au pouvoir. Mais derrière ces manœuvres politiciennes devenues la norme se cache une logique structurelle bien plus profonde. L'obstination de l'exécutif n'est pas qu'une question d'ego ou de survie politique. Elle répond à un impératif supérieur dicté depuis la Commission de Bruxelles, le maintien de l'orthodoxie budgétaire, la consolidation de l'État-dette et le refus absolu de toute alternative au néolibéralisme. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Stathis Kouvelakis, philosophe, ancien enseignant au King's College de Londres, membre de la rédaction de la revue Contretemps et membre du conseil scientifique de l'Institut La Boétie. Avec lui, nous allons décortiquer la séquence politique que nous vivons, analyser l'anatomie du bloc bourgeois minoritaire mais toujours au pouvoir, décrypter le rôle verrouillant de l'Union européenne et interroger le positionnement des forces politiques en présence, du Rassemblement national jusqu'à la France insoumise, en passant par le Parti socialiste. Stathis Kouvelakis, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, elle est très simple. Comment analysez-vous les élections et leurs résultats ? Oui, alors, je crois qu'il faut se tenir simplement à deux éléments qui me semblent particulièrement importants. Le premier, c'est le niveau de l'abstention. C'est un record d'abstention pour des élections municipales, censé être un scrutin de proximité, un scrutin qui rapproche les citoyens des élus. C'est un record d'abstention si on fait exception du précédent scrutin de 2020 qui s'est déroulé dans des conditions tout à fait extraordinaires, dictées par le confinement et la crise pandémique. Alors, cette abstention montre le profond dérèglement de la vie démocratique en France, c'est tout à fait évident. Le fait que des secteurs entiers de la société se sentent complètement aliénés, étrangers à la représentation politique. On sait que l'abstention n'est pas un phénomène socialement ni générationnellement d'ailleurs homogène. Elle touche en premier lieu les classes populaires et les jeunes. Donc elle favorise un certain type aussi de rapport de force au niveau politique. Et cette abstention ne peut que renforcer, disons, un biais conservateur, notamment par la surreprésentation de l'électorat âgé et de l'électorat des retraités, qui constitue le socle des partis de la droite traditionnelle et du bloc bourgeois, du bloc macronien. La deuxième chose, je crois, c'est qu'il est toujours délicat d'interpréter en termes de tendance nationale un scrutin municipal. On sait que les logiques locales jouent de toute façon un rôle particulièrement important, et l'un des aspects de la crise démocratique dont nous avons parlé est la déconnexion croissante entre les scrutins locaux et les tendances nationales. On peut voir dans des territoires un décalage assez frappant entre les deux. J'en donnerai juste un exemple. Dans la banlieue parisienne, par exemple, dans des secteurs comme la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne, qui votent très majoritairement à gauche et même très très largement pour la France insoumise, on a vu au cours des 15 dernières années, un nombre croissant de municipalités basculer à droite, dans des circonscriptions électorales où le vote Mélenchon, par exemple, peut atteindre des sommets. Bon, qu'est-ce que ça indique ? Ça indique que dans ces zones, par exemple, la présence de la gauche sur le terrain s'est effritée, voire même parfois elle a complètement disparu. Donc, avec toutes les précautions qui s'imposent, on peut quand même remarquer que ce scrutin enregistre, bien que de façon atténuée, une tendance de fond sur laquelle on va revenir par la suite, qui est une tendance à la polarisation de la vie politique, avec d'un côté une percée de la France insoumise, sur le terrain et le type de scrutin qui lui est le plus défavorable, à savoir le scrutin local. Elle n'a pas de sortant, elle a un ancrage local et territorial relativement faible, et d'autre part, un renforcement moins spectaculaire que celui de la France insoumise, car il touche moins les grandes villes, encore que Marseille par exemple, mais un renforcement quand même du Rassemblement national, surtout dans les villes moyennes en fait, dans les communes de petite et de moyenne taille, ou même parfois dans des préfectures et des sous-préfectures en région.
région. Donc je dirais ça comme tendance principale, avec le fait aussi que le poids des notabilités de l'implantation locale fait que le vieux système politique qui s'est affaissé au niveau national, retrouve toujours une certaine vigueur au niveau local. C'est le cas de la droite traditionnelle et du Parti socialiste, en fait, et de ses satellites. Les Verts ne sont en fait qu'un satellite du Parti socialiste, qui sont des partis qui pèsent très peu, en réalité, au niveau national. On voit que leur déclin est quand même assez spectaculaire au cours des dernières années, mais au niveau local, continuent à être surreprésentés au niveau des communes et des municipalités. Oui, alors justement, effectivement, cette polarisation de la vie politique française, on la retrouve moins compte tenu de la sociologie électorale dans les élections municipales. En revanche, ça avait été assez spectaculaire lors des élections législatives de 2024, puisque étaient arrivés aux 2 premières positions le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Sauf qu'on l'a vu, le pouvoir, incarné par Emmanuel Macron, n'a pas respecté le résultat des urnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, surtout pourquoi ça s'est passé comme ça ? Oui, alors là, il faut refaire un peu le film. Au début, nous avons donc, en réalité, la perte de la majorité au Parlement, et ça aussi c'est une première quand même, en 2022, de la part du bloc macronien. Donc Macron est élu. Au premier tour, il améliore d'ailleurs son score par rapport à 2017. Il est élu largement, bien qu'avec une majorité plus réduite auparavant. Le Rassemblement national, Marine Le Pen, l'extrême droite font des scores jamais vus auparavant, au deuxième tour. Mais il perd la majorité au Parlement. Absolue. Il a la majorité simple, mais il perd la majorité absolue. Il perd la majorité absolue. C'est en grande partie dû à la mécanique du scrutin à 2 tours, au fait que la gauche, pour la 2e fois de son histoire, s'est présentée de façon... en 2022, c'était la première fois avec la NUPES. Donc pour la première fois dans l'histoire électorale, la gauche a un candidat unique dans la quasi-totalité des circonscriptions. Donc elle arrive en fait en tête du scrutin en termes de voix, de très peu marginalement, au-dessus des blocs macroniens, mais c'est suffisant pour empêcher le bloc macronien d'obtenir la majorité absolue. Bon, mais il n'en était pas très loin. Ce qui se passe depuis, donc, c'est un mandat qui est où on voit que les décisions importantes passent à coup de 49-3. On a un nombre absolument record de 49-3. Dont la réforme des retraites. Dont la réforme des retraites, ça c'est effectivement le cas le plus flagrant. Donc une nouvelle dégradation, n'est-ce pas, de la vie démocratique. Il faut souligner aussi que la réforme des retraites manifeste que même un grand mouvement de protestation qui s'est manifesté dans les rues s'est heurté à la surdité absolue du pouvoir qui passe en force une fois de plus. Donc aussi bien au niveau du Parlement que dans des grands mouvements populaires qui étaient clairement très très majoritaires au niveau de l'opinion. Je veux dire, la réforme des retraites était rejetée vraiment par une très grande majorité de la population. Eh bien, le pouvoir se bunkérise littéralement et passe en force. Sur ce survient le scrutin des européennes, qui se solde par une véritable bérésina pour Macron, par une poussée spectaculaire pour ce type d'élection, en tout cas du Rassemblement national, et par une fragmentation de la gauche, et déjà par des tendances à la centrifuge parmi les composantes qui avaient constitué le nouveau front, qui avait constitué la NUPES. Macron pense donc que l'occasion pour lui est bonne de dissoudre. En réalité, on sait maintenant que le scénario qu'il avait en tête, ça a été confirmé dans un ouvrage qui est paru et qui n'a pas été démenti. Son scénario, c'était d'assumer une victoire du RN dans la foulée du score spectaculaire du RN aux élections européennes. Nous nous souvenons tous que l'ambiance générale était que ce scrutin législatif anticipé allait se solder par une victoire du RN. Tous les sondages donnaient le RN en tête en termes de sièges. La discussion était sur est-ce qu'il aurait une majorité absolue au Parlement ou pas. Enfin, on en était là. Ça ne se passe pas comme prévu. Le RN réalise en effet une percée en termes de nombre de voix, mais la gauche arrive à reconstituer son unité en constituant le nouveau Front populaire.
contre la volonté d'Emmanuel Macron, ça nous l'avons appris après, mais une sorte de front républicain, de désistement républicain, en tout cas pour le second tour, s'établit entre le bloc central et la gauche. Donc en termes de sièges, le RN enregistre une progression spectaculaire, hein. Il est à 142 sièges avec ses députés ciotistes, il en avait 89 au Parlement précédent, une poignée au Parlement, aux législatives de 2017, donc sa progression en termes de sièges est tout à fait spectaculaire, mais il est troisième en termes de groupe parlementaire après la gauche qui vient en tête et le bloc central. Macron décide donc d'ignorer tout simplement le résultat des élections. À aucun moment il ne confie, comme ce serait logique, comme c'est le cas dans toutes les démocraties parlementaires européennes, on donne sa chance au bloc électoral qui est arrivé en tête. Surtout que ce bloc s'est présenté comme une coalition en tant que telle au niveau des élections, avec un programme, quoi qu'on en pense par ailleurs. Il s'obstine donc, il fait traîner les choses, hein, trêve olympique, etc. Il refuse absolument de confier un mandat à la personne que cette coalition de gauche avait désignée comme une candidate au poste de Premier ministre, c'était Lucie Castet, on s'en souvient. Et depuis, il manœuvre pour être, tout en étant minoritaire au Parlement, essayer quand même de continuer à faire comme si de rien n'était. Donc on a eu une succession de gouvernements minoritaires qui n'ont pas résisté, d'abord le gouvernement Barnier, puis après le gouvernement Bayrou, dont la durée de vie au Parlement a été très faible, mais suffisante en quelque sorte pour permettre la prolongation par la force d'inertie que nous connaissons, qui est propre à l'État, à ses appareils, de la même politique, en réalité de la politique macronienne, jusqu'à ce que la coalition de gauche, suite à la décision que vous avez déjà mentionnée du Parti socialiste, se disloque officiellement, avec un deal passé entre le Parti socialiste et la Macronie, qui a abouti, in fine, au gouvernement Le Cornu que nous connaissons actuellement. Tous ces épisodes qui ont extrêmement, en quelque sorte, pénibles, rien que les rappeler, en quelque sorte, hein, demandent à chaque fois un effort et nous entraînent dans une sorte de discours qui produit sur nous-mêmes un effet déprimant, je crois. Donc, ont accentué cette crise démocratique, ont accentué la distance de la population par rapport à la représentation politique, puisque, quoi qu'on fasse, rien ne change. Je veux dire, il faut mesurer l'impact dévastateur que cela produit dans de larges secteurs de la société. On a beau voter, rien ne change. On a beau descendre dans la rue, rien ne change. Les mouvements sociaux qui se sont succédés depuis des années, le mouvement contre les retraites, le mouvement des Gilets jaunes, se sont heurtés à un mur du côté du pouvoir. Même le vote, on trouve les moyens de le contourner. C'est une situation qui est très grave et qui prépare peut-être des choses extrêmement inquiétantes pour l'avenir proche.